Salut les amis. Alors nous voici de retour aujourd'hui avec ma voix de vieux chariot parce que j'ai toujours des allergies pour parler de Mais c'est à toi que je pense de Gary A. Brunbeck, qui est encore un conseil d'Alcyon. Là je suis vraiment dans la période je suis les conseils d'Alcyon vu que j'aime bien ce qu'ils me conseillent. Pourquoi changer tout le temps? Donc en commentaire général, je peux juste dire que bah non, là je l'ai pris encore une fois en lançant un dé dans la liste, mais c'était le premier de la liste, donc résumé. Alors, je pense qu'il m'en avait parlé, mais je m'en souvenais pas spécialement, donc j'avais pas du tout de résumé en tête en commençant à le lire. Mais ça parle d'un gars dont au début de l'histoire on nous dit qu'il a tabassé un mec qui lui a fait une blague pédophile, parce qu'en fait il est traumatisé, parce qu'il y a pas longtemps il a vécu quelque chose d'horrible, et il va le raconter à sa femme, et donc le livre qu'on va lire ça va être le récit qu'il va faire à sa femme de ce qui lui est arrivé il y a une dizaine de jours. Donc on sait déjà qu'il va y survivre dès le début, c'est un spoil qui est inclus, donc je vous laisse. Et il s'avère qu'il va croiser une bande d'enfants barbicados qui se sont échappés de chez un malade qui les torturait et qui vont lui demander de l'aider, mais qui eux-mêmes ont l'air pas mal psychopathes, ce qui peut se comprendre vu ce qu'ils ont vécu. Donc voilà, la question va être comment ça va se passer, sa relation avec ses enfants. Alors, histoire. Donc on est d'un point de vue, on est en île, etc. On parle du mec à la troisième personne, mais on est d'un point de vue interne du héros qui s'appelle Marc, je sais plus comment, on va l'appeler Marc. Et ce fameux Marc, sa caractéristique c'est que c'est un agent d'entretien, mais il a des diplômes, etc. Il pourrait très bien être prof d'université, mais il est resté agent d'entretien par choix. Bon, je vous dis pas pourquoi, parce qu'il met du temps à l'avouer déjà, donc ce serait peut-être un spoil. Mais en tout cas, justement, ça fait partie de l'originalité entre guillemets du héros, que les gens le méprisent parce que c'est un agent d'entretien, mais en vrai il est intelligent. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je me donne la peine de préciser, parce qu'on peut très bien être agent d'entretien, être intelligent, et c'est quand même dommage que les gens aient du mépris systématique pour les agents d'entretien. Concept. Le concept c'est de se demander qu'est-ce qui se passerait justement si des enfants qui ont été torturés, mutilés, tout ce que vous voulez par un psychopathe s'échappaient en bande, et quel serait leur état d'esprit? Est-ce qu'on pourrait encore les aider, les sauver, et ce genre de choses? Parce que forcément quand on nous torture pendant des années, ça nous laisse pas l'esprit intact, et au bout d'un moment, la folie se rapproche quoi. Déroulement de l'intrigue du coup, on est sur le héros qui se fait entre guillemets prendre en otage par cette bande d'ados. Du coup il y a beaucoup de suspense en fait, on sait jamais vraiment... Bon, s'il va survivre, ça on le sait, puisqu'il est là pour nous raconter l'histoire, mais on sait pas vraiment comment il va s'en sortir. Le groupe a l'air un peu au bord de l'implosion en permanence. Ils sont surtout dirigés par un gars qui s'appelle Christopher et qui est un peu... je sais pas, lunatique, on va dire. Apparemment, il a un souci à ce niveau, il prend des médicaments pour se calmer, etc. Mais là, il les a pas pris depuis longtemps. Et du coup, il est assez hystérique, quoi. Il peut passer vraiment du calme à la colère d'un instant à l'autre, tirer des balles à côté du héros, sans qu'on sache vraiment s'il avait l'intention juste de lui faire peur ou de le tuer. Il a l'air tout à fait capable de le tuer et de s'en foutre. Et on sait qu'ils en sont pas à leur premier mec qu'ils enlèvent et à qui ils demandent de les aider, et qu'ils en ont déjà tué un ou deux avant. Ça donne une idée de l'ambiance. Donc c'est des enfants qui ont vécu des choses horribles et ils veulent de l'aide, mais cette aide ils vont pas juste la demander poliment, ils vont la prendre de force avec les intérêts quoi. À la fin j'y reviendrai. Les personnages, alors comme je vous dis, Marc, agent d'entretien qui aurait eu les diplômes pour être prof, et qui est du coup un mec vachement cultivé, etc., mais qui a aussi des côtés très pragmatiques, parce que justement c'est un gars qui aime bien être concret, aller à l'essentiel. Et il est pas doué en tout non plus, l'histoire commence parce que sa voiture tombe en panne au milieu d'un peu nulle part, et que du coup lui il sait pas la réparer lui-même, et il a pas de portable parce qu'il aime pas trop la technologie, il est coincé, et ça lui met des heures pour que quelqu'un vienne l'aider. Il se retrouve dans une petite bourgade paumée, et c'est là-bas qu'il va se faire enlever par le groupe d'ados, sachant que du coup il a pu appeler sa femme pour lui dire qu'il était coincé parce qu'il était tombé en panne, et qu'il fallait qu'elle s'inquiète pas s'il rentrait dans 1 ou 2 jours et pas tout de suite comme c'était prévu. Du coup les ados savent, parce qu'apparemment ils ont espionné ses conversations téléphoniques, qu'on le recherchera pas tout de suite, et que du coup ils ont le temps de le squatter un peu. Donc voilà, et du coup ce héros il est quand même assez intéressant, parce que on sait pas justement au début pourquoi il est agent d'entretien alors qu'il a le niveau pour être prof. Il y a beaucoup de choses sur lui qu'on sait pas. On sait aussi qu'il revient d'une histoire d'héritage où il a pas pris sa part et où il a tout laissé à sa sœur. Donc ça non plus, on sait pas pourquoi il a pas pris sa part d'héritage. Et c'est aussi une des questions
avec lesquels les ados vont un peu le harceler et il mettra du temps à y répondre. Et du coup, il y a des mystères sur lui. Et c'est un personnage qui a l'air d'être quelqu'un de bien, mais on a envie de le comprendre et il y a quelques mystères sur lui. Et puis chaque ado, on a envie de savoir un peu son histoire, comment il s'est fait enlever, comment ils se sont échappés, qu'est-ce qu'ils ont subi. Parce que au départ, quand ils viennent de l'enlever, ils ont l'air entre guillemets normaux. Puis en fait, après, ils ont tous des masques qui ressemblent vraiment à de la vraie chair, etc. Des trucs un peu en silicone. Et finalement, quand ils enlèvent ça, en dessous, ils ont été complètement défoncés, ils ont un œil en moins, les lèvres arrachées, des trucs assez atroces, quoi. Des blessures vraiment partout. Il y a une fille, on lui a arraché un sein et on lui a fait bouffer, des trucs comme ça. Donc ils sont complètement démolis une fois qu'on regarde sous les masques, entre guillemets. Eux, ils veulent retrouver leur famille, mais ils ont peur, entre guillemets, de pas être acceptés et... comme ils sont, parce qu'ils sont complètement démolis, et puis un peu fous aussi, faut le dire. Et donc ils ont besoin d'un adulte qui les ramène chez eux en leur disant qu'ils ont été libérés, parce que ils veulent pas non plus expliquer comment ils se sont échappés eux-mêmes, parce qu'on se doute qu'ils l'ont pas fait sans faire de mal à personne. Hein. Tout ça, et du coup chacun d'entre eux, on a un peu envie de savoir son histoire, d'en savoir plus, et il y a des mystères un peu sombres et glauques, où ils vont faire des petites confidences au fur et à mesure du livre, chacun d'entre eux. Et du coup les physiques, sur l'apparence, on a pas mal de détails, vu que comme je vous dis... ils ont des masques, des prothèses, des trucs, et puis quand tu regardes en dessous, tu te rends compte qu'ils ont été complètement détruits physiquement. Et personnalité, ce qui pose question, c'est de savoir justement qu'est-ce qu'ils étaient au départ, comment ils ont été démolis, est-ce qu'ils vont pouvoir s'en remettre. Et puis le héros, est-ce qu'il va pouvoir encaisser ce qu'on lui met à la figure. Moi, j'étais un peu perturbée, je vous le dis tout de suite, par le fait que le héros, d'accord, c'est un mec bien, d'accord, il est sympa, mais il a tendance à quasiment s'évanouir quand les gamins lui montrent, parce qu'ils ont des vidéos de choses qui s'est passées quand ils étaient retenus prisonniers. À un moment, Christopher va montrer une vidéo au héros et je suis pas sûre, est-ce qu'il s'évanouit, mais je crois qu'il s'évanouit, il vomit, il pleure, il est le gars, mais on a l'impression que, je sais pas, qu'il a quasiment vécu le truc alors que c'était qu'une vidéo. J'ai pas réussi à avoir de l'empathie à ce moment-là et je me suis dit c'est dommage parce que si on nous avait mieux décrit la vidéo pour plus ressentir aussi à quel point c'était horrible, on aurait peut-être pu comprendre que le gars se sente à ce point mal, ou alors il aurait pu peut-être se sentir moins mal que ça, parce que là moi ce que j'ai pensé c'est putain mais c'est quoi ce gars, il a jamais rien vu de sa vie, d'où il sort, etc. Parce que ce qu'on nous avait décrit, je trouvais que c'était plus suggestif que vraiment concret sur la vidéo. Parce que le gars se concentre sur une poupée qui est par terre. Je vous dis ça, je pense que c'est pas trop un spoil, parce que c'est au début, et je vous dis pas qui s'est fait buter. Et puis, je vous donne pas tous les détails. De toute façon, les détails, comme je vous dis, je trouve qu'on en a pas assez. Et du coup, il est focalisé sur la poupée qui est sur le sol, en se disant, si je me concentre sur elle, je pourrais oublier le reste. Du coup, on n'a pas vraiment de détails de ce qui se passe de si horrible. Et du coup, je comprends pas du tout sa réaction disproportionnée, et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve que ça aurait sûrement été possible de nous faire ressentir davantage que le truc était horrible, parce que moi, ça m'est quand même déjà arrivé de trouver des scènes de meurtre horribles, en particulier quand on me décrit vraiment le détail des émotions de la personne qui se fait tuer avant, et que la personne est prise par surprise. Vous savez que je supporte pas qu'on tue les gens par surprise. Je repense au meurtre des parents dans l'institut, je m'en souviens encore justement, et c'est un truc qui m'a vraiment perturbée. Alors qu'il n'y a rien d'hardcore, on n'est pas obligé de défoncer les gens, de leur sortir les intestins et tout ça. C'est juste le fait de les décrire dans un quotidien et de les tuer d'une manière complètement, je sais pas, j'allais dire injuste, mais par surprise, quoi, de débarquer comme ça dans quelque chose qui est censé être rassurant, safe et tout, et de détourner ça et d'en faire un piège. Ça me met extrêmement mal à l'aise, et je pense que, vu qu'on parlait d'un gars qui tuait une petite fille qui était un peu en confiance, il y avait complètement moyen de jouer sur les sentiments pour que je ressente cette espèce de sentiment de trahison et que j'arrive à être horrifiée. Et là, j'avais juste l'impression d'un truc... random et en fait si je vous raconte ce problème, c'est parce que c'est un problème que j'ai eu un peu tout le long du bouquin, d'avoir l'impression que ça en faisait trop, que c'était trop mélodramatique, que ils en faisaient des caisses pour dire à quel point ce qu'ils avaient vécu c'était horrible, et qu'il y avait vraiment des choses qui étaient décrites et que j'ai trouvé clichés. Je vous les dirai qu'en spoil, je pense. Voilà, il y avait des moments où j'étais en mode c'est bon quoi, et où j'arrivais pas trop à y croire quoi, donc c'est un peu dommage. Après l'idée du livre est vraiment super bonne, de penser à qu'est-ce qu'ont dans la tête justement des enfants évadés, du point où ils deviennent proches de eux-mêmes, d'être psychopathes à cause de tout ce qu'ils ont vécu, d'avoir de la compassion pour eux, alors que potentiellement ils peuvent très bien nous tuer parce qu'ils sont complètement fous. Ça, je trouve que le concept est super intéressant sur ce plan, et comme je vous disais, le fameux Christopher, il est vraiment très flippant. En tout cas moi, tout le long, j'avais l'impression vraiment qu'il risquait
d'obliger le héros à le tuer. En fait, je pensais que c'était pour ça qu'il allait être traumatisé. Je vous dis ça parce que du coup, c'est pas ce qui s'est passé. Je pensais qu'il allait tellement devenir fou, tellement faillir le tuer, le tabasser, ou même peut-être menacer ses propres amis à force de péter des câbles, que le héros allait finalement être obligé de le tuer et que c'est ça qui allait le traumatiser. Et bah non, en fait, c'est pas ça qui s'est passé, mais ça m'a limite déçu parce que ce qui s'est passé, j'ai trouvé ça plus banal et moins crédible. Mais en tout cas, le fait qu'il ait vraiment l'air flippant et qu'il soit très imprévisible, etc., ça c'était plutôt bien fait, plutôt sympa et plutôt une bonne idée. Donc les personnalités, pour moi c'était pas parfait, c'était pas génial, mais on est clairement dans les bons quoi. Évolution, bah on est sur l'évolution, il y a deux choses en fait. Il y a le héros qui en prend plein la tête, qui a envie de les aider, qui apprend à les aimer, donc chacun des ados un peu fous, et qui veut vraiment les aider, et qui du coup, au départ, c'est un gars, voilà, il voit de la violence, il s'évanouit, ou il vomit, ou quoi, puis finalement, il va en accepter un peu, parce qu'il les aime, et qui rentre un peu dans leur monde, et que, ben, en gros, il sacrifie, je sais pas, une part de son âme ou quelque chose comme ça pour essayer de les sauver eux, quoi. C'est vraiment présenté comme ça, et vous savez que moi, je vois pas les choses comme ça, donc, comme je vous dis, j'ai trouvé que c'était un peu trop mélodramatique par moment. Maintenant, je comprends l'idée. Du coup, le héros, il a ça comme évolution, le fait d'apprendre à les aimer et d'être du coup un peu dans le sacrifice par rapport à ça. Et puis, ben, comme je vous disais, les autres, on se demande est-ce qu'ils vont arriver à redevenir normaux, chacun d'entre eux. Surtout Christopher, parce que lui, il a l'air vraiment jeté. Avec Christopher, ça va aller beaucoup plus loin qu'avec les autres, et ça va être beaucoup plus dur qu'avec les autres. Et du coup, il y a une évolution à la fois de lui, de se demander est-ce qu'il peut redevenir normal, et dans sa relation aussi avec le héros, où ils vont apprendre à se faire confiance. Alors là, il y a un truc bisounours que j'aime bien, parce que moi, j'avais peur que le héros essaye de s'échapper, qu'il les trahisse, parce qu'ils se disent, bon, bah, c'est des malades, il faut que je me sorte de ça. J'étais contente qu'ils décident de réellement les aider, se mettre entre parenthèses pour aller jusqu'au bout de ça, même s'ils avaient l'air complètement fous. Ça m'a fait plaisir, donc c'était quelque chose de bisounours auquel, bah, là-dessus, j'adhérais. Maintenant, comme je vous dis, je trouve qu'il y a des moments où ça a été trop loin dans le côté bisounours, et je dis ça, et vous allez peut-être avoir du mal à comprendre ce que j'ai trouvé de bisounours dans un livre qui nous parle d'enfants qui se sont fait découper un sein, des morceaux de visage. Et je trouve qu'on dirait vraiment que c'est quelqu'un qui est bisounours dans le fond de son cœur, qui a décidé d'écrire quelque chose d'extrêmement trash pour montrer justement qu'il y a des gens horribles et mauvais dans le monde, et pour montrer que les gens qui sont des gens bien restent bien, même quand ils sont au plus bas dans la merde. Voilà, du coup il y a un fond auquel je crois pas du tout là-dedans, mais sinon c'était... Je peux même pas dire que c'était bien décrit en fait, mais c'était intense et c'était intéressant. En fait, c'est surtout ça. Bah, le suspense était super bien géré, je vais y venir. C'était surtout intéressant en fait. Mais j'ai pas vraiment réussi à y croire, et c'est pour ça qu'on va être dans un livre que je trouve bon et pas parfait quoi. Alors, l'univers et les créatures, c'est notre monde, juste que, bah voilà, il y a des pédophiles riches qui forment un espèce de réseau, qui enlèvent des enfants à la vue de tout le monde et personne ne s'en rend compte, avec des techniques très bateaux. Mais est-ce que ça existe, est-ce que ça existe pas dans la réalité, je me prononce pas, en tout cas, voilà, c'est ça qu'il y a de particulier, sinon c'est censé être notre monde. Logique et cohésion, alors comme je vous dis, moi il y a plusieurs trucs qui m'ont perturbée, je pense que ce serait un peu un spoil de vous le dire, ce que je vous ai décrit avec le gars qui est en train de quasiment, on a l'impression que c'est comme s'il vivait le truc physiquement en regardant une vidéo. Voilà, est-ce que le gars était hypersensible ou quelque chose comme ça? Peut-être, hein. Ils en concluent tous que c'est quelqu'un de bien, je sais pas. Moi, ça m'a laissé un peu perplexe, un peu sceptique. Beaucoup de coïncidences. Par exemple, au début, on nous dit, le gars qui tombe en panne, le mécano qui regarde sa voiture lui dit, mais votre beau-frère, il a délibérément... saboter le voyant qui est censé vous avertir que le moteur surchauffe, et c'est bizarre parce que s'il a fait ça, ça mettait votre vie en danger, c'est quasiment une tentative de meurtre. Et donc moi j'étais convaincue à ce moment-là que le beau-frère était complice du groupe d'enfants, et donc au départ je pensais que le groupe d'enfants était encore des esclaves de l'espèce de groupe terroriste pédophile méchant barbare machin. Je pensais qu'il faisait partie du complot en fait, et finalement il n'y a aucune suite par rapport à ça. Donc on sait pas pourquoi le gars a saboté délibérément la lumière qui est censée avertir quand le moteur surchauffe, on sait pas pourquoi. Et moi ça m'embête. Et en fait il y a beaucoup de choses comme ça où on se dit putain des trucs de fou qui se passent, du coup on a l'impression que ça a du sens, et ça met un suspense de fou parce qu'on se dit mais comment ça se fait, qu'est-ce que c'est que ce complot de malade. Et en fait après on a l'impression que c'est juste des détails qui étaient là, et c'est arrivé par hasard, on sait pas trop. Ça m'a laissé un peu sceptique. Puis pareil, les enfants, je vous disais qu'ils ont un équipement pour écouter les conversations téléphoniques du héros au début. On sait pas trop ce que c'est. Moi, j'ai pas très bien compris. Je trouve que ça sortait un peu de nulle part. Quand ils vont expliquer quel était leur plan pour s'évader
Même si au final, la manière dont ça s'est passé, ça va, j'arrive à y croire. Mais ce qu'eux, ils voulaient faire à la base, je vous le dirai en spoil, pareil, j'avais du mal à comprendre et j'avais du mal à trouver ça crédible, quoi. Je me suis jamais dit, non, c'est incohérent, mais je me suis dit, c'est d'une improbabilité assez énorme et du coup, j'ai du mal à y croire, ouais. Ma crédulité, elle faisait un peu des vagues, j'étais en mode, ah bon ? Ok, mais j'étais beaucoup obligée de me dire admettons quand même. Pour moi, logique et cohésion, on est plutôt dans du moyen que dans du bon. Mystère et découverte, je vous disais, il y en a beaucoup parce qu'on a vraiment envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment ils en sont arrivés là, et même le héros, il arrive à pas beaucoup dire les choses et on a l'impression que c'est quand même un gars qui a un parcours original et on a envie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en arrive là. Donc du mystère et de la découverte, il y en a pas mal. L'écriture... Comme je vous ai dit, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de moments où ça en faisait trop. Des choses exagérément gore à côté de sentiments, comme je vous disais, que je trouvais un peu bisounours. C'est bizarre comme mélange. Je pense que ça parlera à certaines personnes. Les gens qui sont réellement bisounours aussi dans leur tête, enfin, en tout cas selon moi, eux, j'imagine qu'ils ont l'impression que juste d'être optimiste ou d'avoir de l'espoir dans la nature humaine et qu'ils se diraient que c'est moi qui suis pessimiste ou misanthrope et compagnie, mais les gens qui sont plus de ce genre de mentalité se diraient sûrement que c'est normal et que du coup les côtés gore, c'est juste on va loin dans les choses horribles et que pour eux du coup ça rendrait peut-être le truc plus intense. Mais là moi ça m'a donné le sentiment que c'était un peu gratuit parce que comme je vous dis, il y a une alternance entre des choses exagérément trash, gore, sales, qui sont enrobés de bons sentiments. Et j'ai eu l'impression qu'on essayait délibérément de me mettre le nez dans le caca, les cadavres, pour me dire regarde comment les méchants sont pas beaux, regarde comment le mal c'est mal, et comment faire du mal aux gens c'est pas bien, ça pue, c'est sale, et ouh, bouh, bouh, bouh. Et je me dis genre, ouais, bon, ça va. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus nuancé par moment, quoi. C'était un peu caricatural, ouais. Mais comme je vous dis, j'ai aimé, c'est juste... je vous dis les choses qui font que pour moi, c'était pas parfait. Poésie et contemplation, il y en a pas. Je pense que justement, il y aurait eu moyen que le livre soit beaucoup plus marquant. La dernière perfection que j'ai lue, c'était My Absolute Darling, donc maintenant c'est un peu ma référence. Ce qui fait que ça a marché pour moi, My Absolute Darling, c'est justement le fait qu'il y a des choses très belles en alternance avec des choses très trash, et que les choses très trash le sont émotionnellement, et pas justement d'un point de vue purement descriptif. Et puis même au contraire, on est dans un truc où les choses purement descriptives sont décrites d'une manière poétique, même quand c'est des choses moches. Et je trouve que le fait de... Si vous commencez à vous dire à quel point une toile d'araignée dans une cave, etc. est magnifique, on sent que vous souffrez et que vous en êtes entre guillemets réduit à voir de la beauté là où vous pouvez parce que vous êtes enfermé, parce que vous pouvez pas aller ailleurs. Et là du coup on ressent un peu la détresse. Alors que si vous passez vraiment des heures à nous parler du sang, des tripes et des boyaux et de l'odeur des cadavres, je trouve qu'on est dans un truc tellement bateau que ça attire moins l'attention en fait. Ça aurait été vraiment mieux s'il y avait eu plus de poésie et de contemplation et du coup plus de profondeur. Là on était vraiment dans un côté... Vous voyez les enfants qui ont l'air beaux au premier abord et puis ensuite ils s'enlèvent leur masque et puis pouf, il y a de l'horreur. Il y a vraiment un côté... banalité, horreur, un peu des jumpscares à l'écrit, quoi. Ça m'a donné cette impression, un côté où on passe un peu du tout ou rien dans les choses horribles, sans qu'il y ait vraiment de palier où psychologiquement on sent une angoisse qui monte, etc. Et du coup, moi ça me faisait pas d'émotion particulière. Vraiment, ce livre, je l'ai enchaîné. J'ai passé un super bon moment, mais c'était exclusivement grâce au suspense et à l'action, qui est du coup, je pense, la plus grande qualité de ce livre. Vraiment, j'avais du mal à le lâcher, j'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer. Des fois, j'arrêtais même de faire ce que je faisais, parce que vous savez que je lis en me faisant à manger ou en faisant la vaisselle ou des trucs comme ça. Ça m'est arrivé de rester figée dans mon action, tellement je me disais... Oh putain, qu'est-ce qui va se passer, etc. quand quelqu'un se met à tirer sur quelqu'un d'autre et qu'on se demande est-ce qu'il va le buter. Il y a beaucoup de moments où il y a des choses très soudaines qui se passent, je sais pas si on peut dire imprévisibles, mais vraiment très soudaines, ouais, et où on comprend bien ce qui se passe. Pour le coup, les descriptions sont très bien faites, des scènes d'action, de qui tire sur qui. Il y a un moment, un gars qui se fait tuer. Bon, après, je pense qu'on était censé trouver ça horrible, mais moi j'étais vraiment... en train de frissonner plutôt parce que je trouvais ça kiffant. Mais en tout cas, les scènes concrètes de gens qui se tirent dessus, etc., étaient vraiment très bien décrites. Encore peut-être un peu d'exagération sur qu'est-ce qui se passe quand des gens meurent, entre guillemets, enfin quand ils se font tirer dessus.
J'ai pas trop compris pourquoi il y a un gars, à un moment, pour moi, ils lui ont juste tiré une balle, entre guillemets, dans la tête, et puis après, il y a ses intestins et tout, enfin, c'est genre, il y a du sang qui sort de sa poitrine, et il y a ses boyaux qui se déversent, et je sais pas quoi, je me suis demandé, mais attends, on lui a tiré 8 balles sans que je m'en rende compte, ou... Donc j'ai pas relu pour vérifier si c'était une incohérence, ou si c'était moi qui avais pas été assez attentive, donc vous me direz si vous avez le courage. Globalement, le suspense et l'action, c'est génial, ultra bien géré, c'est un livre qu'on peut vraiment pas lâcher. Là-dessus, il y a vraiment aucun souci, c'est sa plus grande qualité, mais comme je vous dis, pour moi, il a des petits défauts à côté, et c'est ça qui fait qu'on restera sur un livre bon et pas excellent. Dialogue, les dialogues sont cool, les dialogues c'est vraiment une bonne qualité aussi, les enfants dans leur bande, quand le héros les rencontre, ils récitent un poème, Beowulf, un truc comme ça, et ils le récitent parce que le mec qui les a enlevés, qu'ils appellent Grendel, les obligeait à le réciter tous les soirs. Ils sont très flippants, et donc le héros leur dit arrêtez, mais ils arrêtent pas, et ils parlent comme ça tous en même temps, et on sent qu'ils ont été vraiment formatés et tout, donc c'est assez stylé parce qu'ils ont vraiment un côté effrayant à ce moment-là, et où on ressent à la fois de la pitié pour eux, en même temps on peut pas s'empêcher d'éprouver de la terreur immédiate parce qu'on est confronté à quelque chose d'horrible, enfin, comme si justement vous voyez une personne couverte de sang, etc., qui sort de sous votre lit la nuit, vous allez d'abord crier, même si après vous dites putain la pauvre elle a peut-être besoin d'aide, sur le moment vous allez quand même crier. Là c'est un peu ça. Les enfants, ouais, ils sont un côté très flippant et en même temps assez touchant, à chaque fois qu'ils veulent faire des choix, ils votent, et donc ils lèvent la main pour dire qui est pour, qui est contre, et c'est un truc assez entre guillemets banal, mais ça montre comment ils agissent un peu comme un tout, et qu'ils se raccrochent à ça, et comment ils sont dépendants les uns des autres, et qu'ils peuvent facilement s'écrouler si on les sépare et tout, parce que ils ont plus que leur propre groupe, et tout le reste du monde, ils ont l'impression de plus le connaître, et que ça leur est devenu hostile et tout. Donc non, les dialogues, les enfants, et le rapport entre les deux, etc., ça c'était vraiment aussi un point fort. Crédibilité, réalisme... Comme je vous dis, j'ai pas eu l'impression que ce livre était réaliste, plutôt pas, mais je comprends ce qu'il essaye de faire, et il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Comme je vous disais, j'étais contente que le héros, Marc, se prête, entre guillemets, au jeu des adolescents, et pas qu'il essaye de s'échapper, de les dénoncer ou quelque chose, qu'il décide d'être loyal envers eux, et que du coup, il y a une relation de confiance qui se développe entre les deux. J'ai trouvé l'idée très belle, et ça m'a plu, justement, ça a plu à ma propre part bisounours. Maintenant, j'aurais aimé que ce soit peut-être plus progressif, plus lent, et j'aurais aimé pouvoir y croire plus et plus rentrer dedans, parce que comme je vous disais, c'est passé vite et il y avait quand même un côté un peu superficiel, et du coup j'ai eu l'impression qu'ils s'étaient quand même très vite et très fort attachés à eux, alors que eux ils l'ont beaucoup brutalisé, menacé. J'ai eu du mal à le ressentir vraiment, alors même que c'était ce que je voulais ressentir, donc c'est un petit peu dommage. Moyen plus. Originalité et côté marquant, la relation entre Marc et Christopher, elle peut être un peu marquante, parce que comme je vous dis, ils ont vraiment en permanence des rapports de force, et pour autant, ils développent au fil de l'histoire une espèce de loyauté et de confiance l'un envers l'autre, donc il y a quelque chose d'assez beau et en même temps tragique, parce qu'on sait bien que, vu la personnalité de Christopher, ça va pas trop bien se terminer. Maintenant, on sait pas trop comment. Pourquoi pas ça, mais comme je vous dis, on est plus dans du moyen plus que dans du génial. Et du coup, en note globale, je suis sur un 7. Alors je sais pas si j'en ai donné l'impression de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, mais comme je vous ai dit, le suspense vraiment absolument génial. Ça m'a rappelé Une famille presque normale, parce que j'ai eu le même genre de sensation en le lisant, j'avais du mal à le décrocher, j'avais l'impression vraiment d'être dans un suspense de ouf, de vouloir absolument savoir la suite. Après, je trouve que Une famille presque normale, j'y ai beaucoup plus cru, j'ai trouvé ça mieux orchestré, on va dire, géré. J'arrivais plus à y croire, je pense, j'ai trouvé ça plus réaliste, c'est surtout ça. Mais au niveau du suspense et du fait que j'arrivais pas à le lâcher en le lisant, et que j'étais vraiment prise dedans, et que j'avais envie de savoir la suite, et que j'avais envie de comprendre les personnages, et qu'ils avaient un côté mystérieux où on en apprend au fur et à mesure sur eux. Mon sentiment était à peu près similaire. Maintenant, comme je vous dis, celui-là, il est beaucoup plus trash, et en même temps avec un arrière-fond plus bisounours. Je trouve que le contraste des deux fait que ça sonne un peu faux. Pour moi, c'est le défaut que je lui reproche, mais le concept est super cool. Et la manière dont ça se passe est super bien gérée niveau suspense, même s'il y a quelques petits détails qui m'ont semblé un peu invraisemblables et qui m'ont gêné. Du coup, je vais en parler en spoil. Donc je vous le conseille plutôt. Si vous aimez les histoires avec du suspense, les livres qu'on peut pas lâcher, vous pouvez essayer. Après, si vous aimez vraiment les choses réalistes, et que vous êtes difficile niveau réalisme, et que vous avez un peu du mal à croire à certaines choses, que les persos puissent avoir des idées ultra tarabiscotées en mode MacGyver,
ou qu'il y ait beaucoup de coïncidences qui vont dans le même sens, ou qu'il y ait des persos qui alternent des moments où ils ont l'air un peu cons et des moments où ils ont l'air extrêmement intelligents sans qu'on ait du mal à comprendre pourquoi dans un moment c'est l'un et dans un moment c'est l'autre. Si vous avez vraiment, vous êtes très dur au niveau cohérence, bah peut-être pas du coup, parce que moi c'était un peu sur ma limite, elle était dans mon champ de vision quoi. On n'était pas dessus, c'était pas des trucs vraiment... chez McCorbin j'ai accepté les croquettes, j'ai accepté Bug et compagnie, donc là c'est pareil, jamais je me suis dit oh non ça me fait décrocher de l'histoire, j'arrive plus à adhérer parce que j'y crois pas assez. J'avais des moments de déconnexion où je me disais bah non mais c'est dommage en fait. Et le truc c'est que quand vous vous dites ah je pense qu'il va se passer ça, et qu'il se passe autre chose, bah théoriquement vous dites c'est bien, c'est imprévisible. Mais quand il se passe autre chose et que vous vous dites oh merde, bah, ce que je pensais ça avait l'air mieux en fait. C'est un peu dommage et ce livre s'est terminé en me laissant une sensation assez mitigée. Pourtant la fin elle m'a assez émue. J'ai quand même eu un peu la gorge serrée etc à la fin. Mais tout était fait pour. Hein. Mais malgré ça j'ai pas complètement adhéré. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est sur un bon et pas un génial. Maintenant, bah, c'était quand même un bon. Et vous voyez, par rapport à Murakami, j'ai pas vu vraiment de choses qui m'ont dérangé. C'est juste que j'aurais aimé que ce soit plus long, que ça aille plus loin. En fait, je suis un peu restée sur ma faim. C'est plus pour ça que je pouvais pas mettre plus que 7. Là, c'est vraiment parce qu'il y a des choses qui m'ont un peu déplu que je pouvais pas. Alors que sinon, c'est pas où j'ai l'impression sur un repas d'être resté sur ma faim, c'est plus que là j'ai l'impression d'avoir bouffé McDo ou quelque chose comme ça qui est pas vraiment nourrissant et où j'aurai à nouveau faim pas très longtemps après. Sur ce, on va spoiler. Alors, qu'est-ce qui se passe de concret ? Parce que bon, j'ai quand même essayé de pas trop vous spoiler, parce que c'est quand même un livre qui, comme je vous disais, qui repose exclusivement sur le suspense, donc il faut pas trop vous en dire. Alors les ados, ce qu'ils attendent de Marc, c'est qu'il les dépose chez leur famille, chacun leur tour, en disant qu'il est shérif et que, enfin shérif ou marshal, ou voilà, je sais plus comment il dit ça, mais bon, qu'il est flic, qu'il les a sauvés et que pour l'instant ça doit pas s'ébruiter, qu'il leur demande de fermer leur gueule là-dessus, etc. Et juste de reprendre leur enfant et de mener leur vie et compagnie. Et il leur donne aussi de l'argent en leur disant bon, voilà, c'est la police qui l'a trouvé chez le malfrat, on a décidé de le donner aux familles et de pas le déclarer officiellement, donc pas un mot là-dessus et mais gardez-le. Voilà, c'est ce que les enfants ont décidé, ce qui est assez cool pour le coup. Là, j'aime bien l'idée et j'adhère assez. Il fait ça avec le premier Thomas qui est en fauteuil roulant et qui s'est fait couper les jambes, et on va nous raconter plus tard comment il s'est fait couper les jambes. Les enfants spéculent en disant ouais, on nous a dit que les parents des fois ils reconnaissaient leurs enfants au premier regard, mais on sent qu'ils ont peur que ça soit pas le cas et que ça marche pas. Et moi je me disais bah non, mais typiquement dans la réalité ça marche pas. Et en fait là si. Typiquement, ils arrivent devant et la mère se jette sur son fils alors qu'il est en fauteuil roulant, qu'il a, comme je vous disais, un masque pour cacher ses blessures sur le visage. Genre, elle le reconnaît immédiatement. Et dans ces scènes-là, c'est typiquement là où je me suis dit, non mais t'y crois vraiment à ce que t'écris ? Et ça m'a un peu perturbée, parce que justement, l'alternance entre le gore et ça, j'avais l'impression de faire un grand écart au niveau émotionnel, et bah justement, ma suspension de crédulité, elle a un prix un peu cher, parce que à la fois que les choses soient vraiment très très gore, je trouve que pour qu'on puisse l'accepter, il faut qu'il y ait beaucoup de choses du quotidien qui soient décrites autour pour que ces choses-là soient vraiment choquantes, qu'on ait l'impression qu'elles détonnent avec le reste. Et en fait, là, il n'y avait pas trop de choses banales, quotidiennes, auxquelles on pouvait se raccrocher. Il y avait vraiment d'un côté les choses bisounours et d'un côté les choses ultra gore. Et entre les deux, il n'y avait que de l'action et de la violence. Du coup, bah voilà, j'avais vraiment cette impression de ne pas pouvoir trop rentrer dedans, de ne pas pouvoir trop y croire. Donc il laisse Thomas là-bas, etc. Ok. Ensuite, la fille Rebecca, elle s'évanouit parce qu'elle a pas pris son insuline et qu'elle l'a oubliée. Voilà, j'ai trouvé que c'est un petit peu aussi mélodramatique. Du coup, il faut l'amener à l'hôpital. Au début, ils sont en mode non, pas les hôpitaux, pas les médecins, c'est dangereux pour nous, vu qu'on est en cavale. Et oui, ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que le mec dont je vous disais que quand il est mort, j'étais un petit peu contente, et ben c'était aussi un pédophile, mais que du coup, Christopher et Marc l'ont buté en privé en le disant pas aux autres. Le mec leur avait donné rendez-vous pour acheter une cassette vidéo, et que Christopher apparemment avait l'habitude de faire le messager, donc pour Grendel, pour vendre des choses. Du coup, il va vendre la cassette vidéo, mais il bute le mec avec un silencieux au moment de partir.
Et c'est ce mec-là qui... J'ai pas compris pourquoi il se vidait de son sang par tous les pores alors qu'il avait juste pris une balle dans la tête, si j'avais bien compris. Alors peut-être que j'ai mal compris quand je vous dis qu'il a pris la balle dans la poitrine et pas dans la tête. Je sais pas ce qui m'avait semblé. Je pensais qu'il avait vraiment pris dans le front, un truc comme ça. Ça m'a laissé un peu sceptique, ce truc-là, mais bon, en tout cas, ils ont fait ça et du coup, ouais, il y a des cadavres. Et il y a Grendel qu'ils ont accessoirement ligoté, enlevé, foutu dans leur camion, dans leur espèce de mini-bus... minivan, je sais pas comment on appelle ça. Donc, il faut pas qu'ils se fassent choper, parce qu'ils ont des choses très compromettantes dans leur véhicule. Mais ils vont quand même à l'hôpital parce qu'ils veulent pas que Rebecca crève, ce qui est assez logique et assez compréhensible. Ça se passe assez bien à l'hôpital. Marc arrive à bluffer avec le faux insigne de flic qu'ils lui ont donné, en disant voilà, je suis flic, cette fille est témoin dans une affaire, sauvez-la, soignez-la. Et en fait, évidemment, il va disparaître après. Et du coup, Arnold... reste avec Rebecca à l'hôpital. Du coup, il se retrouve seul avec Christopher, et moi je me disais que c'est là que ça allait partir en couille, parce que Christopher, il y avait vraiment que ses amis qui le maintenaient un peu dans une santé mentale relative. Et effectivement, ça part en couille, mais pas comme je le pensais. Moi, je pensais vraiment que Christopher allait essayer de le tuer, qu'il allait partir en vrille, peut-être le torturer, etc., mais en craquant, et que comme je vous disais, je pensais que Marc allait être obligé de le tuer, et que c'est ça qui allait le traumatiser, d'avoir été obligé de tuer quelqu'un pour qui il avait de la compassion et de l'affection, juste parce que le gars était devenu trop dangereux pour lui, et pour lui-même, et pour le monde, alors même que il savait que c'était pas de sa faute. Je pensais que ça allait être ça, et je trouvais que c'était une super bonne idée. Malheureusement, bon, du coup, Christopher et lui, ils se tapent, un peu comme des cons, mais eux-mêmes ils en ont conscience, mais bon, ils passent énormément de temps à se taper. Bon, j'ai bien aimé le fait que Christopher aille super vite sur la route en racontant son histoire, et que le gars tire dans le plafond et dans le sol, et qu'il lui menace de lui tirer dessus, et qu'ensuite il comprend que c'est débile, parce que s'il lui tire dessus, ils vont juste mourir d'un accident de la route. Donc il lui tire pas dessus, et il éclate de rire, et... Bon, après, Christopher lui casse la gueule en pensant qu'il s'est foutu de sa gueule. Ça, j'ai trouvé ça con et dommage, parce que bon... Ils se sont beaucoup trop tapés dessus, c'était un peu répétitif à la longue. Mais qu'il éclate de rire en se disant putain de situation surréaliste de merde, ça j'ai bien aimé. Je pense qu'on aurait pu avoir quelque chose de mieux dans cette relation, dans ce rapport. Alors après, l'histoire des enfants, j'ai du mal aussi un peu à adhérer. Ils racontent qu'ils avaient prévu, à force de regarder des films des trucs de Houdini, de MacGyver et compagnie, ils ont eu comme idée de acheter de la pâte à modeler pour prendre les empreintes des clés de Grendel, et d'acheter des moules et de modifier les moules en les faisant fondre pour leur faire prendre la forme des clés, je crois, pour ensuite pouvoir faire des doubles des clés avec du métal qu'ils auraient aussi fondu de je sais pas quoi. Enfin, j'ai pas tout bien compris et j'ai trouvé ça ultra tarabiscoté. Et je me suis dit, mais vraiment, enfin... Donc bon, il commence à essayer de faire ça, mais il y a un bout de pâte à modeler qui reste coincé sur la clé, donc Grendel s'en aperçoit, du coup il veut punir Thomas, il force Christopher à lui couper les jambes, et Christopher, qui est un peu en train de tilter mentalement, vu que ça lui fait pas vraiment plaisir de couper les jambes de son pote, il décide de défoncer Grendel avec la scie. Ça, c'était cool. Je trouve que c'est assez logique, en fait, et qu'il fallait bien que ça finisse par arriver. Et j'ai beaucoup aimé le fait que Marc dit à Christopher je sais que tu crois que t'es une grosse merde, et parce que tu te dis justement que t'es irrécupérable, que t'es devenu comme lui, que toi aussi t'es entre guillemets mauvais, etc. Mais en même temps, t'avais besoin de faire ça pour les sauver, il y a que toi qui pouvais les sauver. Eux, ils étaient pas capables de faire du mal, même pas à un mec aussi horrible, etc. que Grendel, et du coup, il y avait vraiment que toi qui pouvais le faire, et sans toi, ils seraient encore en train de souffrir là-bas, donc arrête de t'en vouloir. Il y a des moments où il faut faire des choses horribles pour les meilleures raisons. Et il lui fait tout un petit discours comme ça. Ça, j'étais d'accord, et je trouvais que c'était bien de le dire, quoi. Comme je vous disais, il y avait des choses que j'ai trouvées très bien et des choses que j'ai trouvées surfaites et où j'arrivais pas trop à rentrer dedans. Ils doivent aller faire pareil avec la famille de Christopher, la retrouver, que le gars fasse son discours, etc. Sauf que la famille de Christopher a disparu. Marc enquête 5 minutes et il apprend qu'ils sont morts. Il retourne dans le véhicule pour voir Christopher. Christopher le tase et l'enferme dans le véhicule et l'amène à la mine où il a prévu de faire sauter le véhicule et tuer Grendel. J'ai pas très bien compris non plus pourquoi il l'avait tasé et compagnie. Bon, après, c'est vrai que ça évitait une autre discussion où il se serait peut-être retapé dessus. Enfin, ça évitait une discussion, mais bon... Je sais pas, il y a un moment, j'en avais un peu marre de ce rapport entre les deux, où ils passent leur temps à s'assommer, ou à se tirer dessus, Leur rapport, j'ai trouvé un peu répétitif, et j'avais aussi un peu du mal à y croire, parce que justement, le héros, je me disais, mais maintenant, tu pourrais te méfier un peu plus de lui. Après, c'est sûr qu'il
peut être épuisé entre guillemets, mais enfin voilà, il y a des moments comme ça, j'y croyais moins. Du coup, Grendel, Christopher veut lui faire un espèce de truc à la Die Hard ou Saw ou compagnie, enfin ce genre de machin, lui faire une espèce d'épreuve ou lui dire si t'arrives à te détacher en moins de 15 minutes et à enlever ton collier et à faire ceci, etc., tu pourras t'en sortir, sinon tout va exploser autour de toi et tu vas crever comme une merde. Et puis Grendel à ce moment-là, il parle, et en fait le truc c'est qu'on voit qu'il a l'air d'être attaché là depuis plusieurs jours et d'être aussi vachement torturé physiquement, et malgré tout le gars parle en mode comme si tout allait bien dans sa tête, dans sa vie, comme s'il avait aucun problème. Enfin, il balance des vannes en mode Christopher, t'as toujours été un peu excessif, et puis oui, de toute façon je t'avais dit que ta famille était morte, et puis il lui fait tout un détail en lui disant oui, ton frère qui est mort pendant la guerre et machin, on en avait parlé à l'époque, tu te souviens. Il fait le gars torturant psychologiquement, alors que lui-même il est supposé être complètement détruit physiquement. Et pareil, j'ai pas trouvé ça très crédible en fait. Alors j'ai compris que l'auteur voulait nous faire sentir que ce mec était le mal incarné, parce que c'est ce que dit plusieurs fois Marc, où il dit voilà, j'avais l'impression de me trouver face au mal à l'état pur. Mais moi j'y crois pas à ça, le mal à l'état pur. Enfin, si ça avait été une créature surnaturelle, encore une fois, si ça avait été un outsider ou ça, ou je sais pas, ok, j'aurais pu croire que son enveloppe physique est détruite, mais que comme une partie de lui ou quoi se trouve ailleurs et compagnie, qu'il arrive à n'en avoir rien à foutre. Mais là, le gars c'est censé être un être humain. Justement, en fait, moi, ce que je trouve particulièrement dégueulasse chez ce type d'individu comme Grendel et chez beaucoup de gens qui manquent d'empathie, c'est qu'ils envisagent même pas que ces choses-là puissent leur arriver. Que pour eux, c'est comme si ils n'avaient pas conscience qu'ils étaient de la même espèce. Moi, ce que j'aime chez certains psychopathes, c'est justement quand ils en ont conscience et quand c'est quelque chose d'eux-mêmes qu'ils exorcisent à travers ce qu'ils font. Ça, c'est vraiment ce que je peux comprendre, avec quoi je peux rentrer en empathie. Après, il y a aussi ceux qui torturent entre guillemets les gens ou qui les tuent ou quoi, en voyant ça de l'extérieur et en traitant ça comme si c'était une expérience scientifique et tout, mais qui sont dans quelque chose de contemplatif, parce que justement ils n'arrivent pas à croire que eux-mêmes ils sont comme ça, que l'humanité c'est quelque chose d'aussi fragile, comme c'est aussi quelque chose que je ressens, ça c'est aussi quelque chose pourquoi je peux avoir de l'empathie. Maintenant, les fous, les psychopathes, les malades comme ça, qui détruisent des gens en ayant rien à foutre, juste comme si c'était, je sais pas, un mouchoir qu'on utilise et qu'on le jettera quand il sera suffisamment usé, et qui n'ont pas l'air de remarquer que c'est un rapport avec eux, parce que ce gars-là, justement, c'était un riche qui avait lui-même un rapport avec d'autres riches, et que d'ailleurs, dans les mails qu'ils échangeaient, il parlait des enfants comme en tant que meubles. Et voilà, ça, oui, ça me dégoûte. Mais ce que je trouve vrai jouissif là-dedans, c'est justement de torturer le gars pour lui faire prendre conscience qu'il est pareil que eux. En fait, au début, quand Marc dit, quand il a vu ses yeux, il a vu un espèce de regard lointain et méprisant qui disait mais vous êtes pas à la hauteur, vous êtes incapable de comprendre ce que moi je vois, et qui disait que c'est ça qu'on voyait dans le regard de tous les psychopathes qui se déconnectent un peu d'eux-mêmes quand ils sont jugés et qui sont dans leur monde lointain où ils contemplent leur œuvre en se disant voilà, vous êtes pas digne de comprendre ce que j'ai fait. Ça, je me disais ouais, je trouve que c'est stylé et je peux accrocher, mais quand le mec, je vous dis, s'est mis à parler et à être en mode un peu démoniaque, comme s'il lisait dans les pensées un peu de Christopher et qu'il se servait de ses sentiments pour le torturer, je me suis dit non, j'arrive pas à croire que le gars puisse faire ça alors qu'il est dans un état physique déplorable. Non, je pense que le gars devrait être plus effrayé, plus choqué, plus méchant, mais que ça devienne un peu caricatural ou vulgaire ou quoi, justement parce qu'il serait pas bien, ou qu'il serait plus dans la supplication, et qu'on voit des espèces de restes de sa personnalité un peu charismatique, démoniaque, machin, dans sa manière d'être, qu'on en voit des morceaux à certains moments, oui, mais que le gars parle comme s'il était chez lui dans un grand fauteuil devant une tasse de thé, alors qu'il est ligoté avec des blessures partout, qu'il a pas mangé depuis des jours et qu'il est couvert de sa propre merde. J'y ai pas cru. J'y ai pas cru et ça m'a embêté parce que ce perso, on nous a énormément teasé sur le point où il était démoniaque et machin, et quand je l'ai vu, j'étais juste en mode non, j'ai l'impression de pas pouvoir y croire. Ce que j'ai vu était trop cliché et pas assez logique, que ça manquait de réalisme quoi. Donc j'étais un peu déçue par cette scène. Christopher qui voulait le torturer entre guillemets avant de le tuer, je trouvais ça assez logique. J'ai pas trop compris pourquoi comment Marc a réussi à le convaincre de laisser tomber. Alors que moi je me dis, Christopher il avait besoin de faire ça
pour exorciser, entre guillemets. Après, voilà, moi, c'est peut-être mon petit côté fan d'Hannibal et compagnie, où Hannibal, il dirait, bah voilà, quelqu'un t'a terrorisé, torturé pendant des années, etc. Ben, comme thérapie, tu lui fais subir la même chose pour te dire, voilà, je reprends le contrôle de la situation, ça paraît logique. Moi, ça me semblait émotionnellement et mentalement logique. Et du coup, j'ai pas réussi à accrocher quand Marc lui dit non, ne fais pas ça, parce que si tu fais ça, tu vas t'en vouloir, tu vas te dégoûter, et tu seras devenu comme lui, et c'est pas ce que tu veux, et que Christopher pleure un peu dans ses bras et qu'il abandonne. J'étais en mode, mais what ? Mais attends, depuis le début, on nous fait sentir que Christopher, c'est un grand taré. Et là, il accroche au fait de lui dire « Non, tu veux garder ton âme, tu veux garder ta bonne conscience, machin. Mais mec, mais t'as déjà tué des gens, t'as déjà torturé des gens et tout, qu'est-ce que tu vas t'emmerder ?» Puis lui, c'est pile le mec dont tu veux te venger. Si tu dois faire du mal à une seule personne dans le monde, c'est à lui. Et puis c'est juste un retour des choses. Et moi, je me dis au contraire que défoncer ce mec-là, après, tu peux retrouver... la sensation que tu peux avoir le contrôle de ta propre vie, alors que sinon, tu seras toujours dans la terreur de te dire que ça peut à nouveau arriver. Le truc un peu comme à la fin de Misery ou quoi, où tu te dis que Annie Wilk, si je me trompe pas de son nom, qu'elle peut sortir de tous les recoins sombres, etc. Parce que moi je trouve que justement, il faut arriver à se convaincre soi-même qu'on a vaincu la chose qui nous a fait du mal en fait. Et il faut faire ce qu'il faut pour arriver à le ressentir. Peu importe que ce soit réel ou non, mais la réalité, ça aide quand même à se convaincre. Donc, et voilà, qu'il abandonne pour une histoire de bonne conscience, après tout ce qu'il avait déjà fait, et après ce qu'il a vécu, pareil, là, j'ai pas du tout réussi à y croire, et ça m'a complètement décroché du perso, donc je me suis dit, admettons, mais le livre, à ce moment-là, pour moi, il a aussi perdu un peu des points. Et ensuite, bon, du coup, j'ai trouvé ça assez logique que Marc veuille aller le buter... pour faire le travail à sa place et pour reprendre sur lui la souillure, le péché. Voilà, on fait ça pour ses enfants, parce qu'on avait très bien compris que du coup, comme il considérait Christopher comme un enfant et qu'il était en mode moi je dois les protéger parce que c'est des enfants, parce qu'ils sont innocents, parce qu'ils sont purs, c'était assez logique que lui il aille le buter. D'ailleurs, moi je trouve que dans ces cas-là, il aurait beaucoup mieux fait de dire à Christopher non, ne deviens pas comme lui, inutile de le torturer. De toute façon, le gars, vu qu'il est en train de rigoler, etc., et de faire comme s'il buvait le thé alors qu'il est... complètement détruit physiquement. Manifestement, la torture ne lui fait pas d'effet. En passant, je trouve pas ça crédible. Mais le fait est que c'est ça. La torture lui fait pas d'effet. Admettons que c'était comme le mec, je me rappelle plus son nom. Vous savez, un criminel là, qui se plantait des aiguilles dans le corps et qui disait ah tiens, la chaise électrique ça va être cool, ça va être un des rares trucs que j'avais pas essayé. Un gars qui butait des enfants aussi. J'ai oublié son nom, désolé pour je sais pas qui, parce que je suis pas trop désolée pour lui. Admettons que ce gars ne ressentait pas la douleur, même si je trouve pas ça très crédible. Et du coup, bon, ça sert à rien de le torturer, mais j'aurais quand même trouvé que ça aurait été mieux que Christopher lui mette lui-même la balle dans la tête pour le voir crever. Et pour pouvoir lui cracher dessus après l'avoir buté et se dire voilà, maintenant t'es un cadavre, t'es insignifiant, t'existes plus et je vais pouvoir continuer ma vie quoi. Mais du coup il dit j'ai laissé tomber mon portefeuille Marc, et il y va, le mec lui fait ah c'est Christopher qui vous a demandé de venir me libérer. Il lui fait ouais presque, et puis il lui tire une balle dans la tête. J'ai trouvé ça logique mais j'ai pas trouvé ça très intéressant. Et donc ensuite il s'en va et là Christopher qui lui fait alors t'as trouvé ton portefeuille, et puis qui lui fait ouais mais ça m'embête de le laisser là parce qu'il pourrait s'échapper, et Marc qui lui fait non t'inquiète il pourra plus, et Christopher qui lui dit merci. J'étais en mode ah oui d'accord, donc en fait Christopher t'as envie de te faire infantiliser depuis le début, t'es dans un rapport de force avec lui. Et là, en fait, on sent que pour l'auteur, le gars était dans un rapport de force parce qu'il était dans le mal-être. Et en fait, il fallait juste le rassurer en tant qu'enfant. Je veux dire, moi, si j'ai bien compris, Christopher, il avait la vingtaine. Alors d'accord, il a vécu des choses horribles et il a certainement pas bien pu finir son enfance. Donc je veux bien croire qu'il soit encore un peu enfant dans sa tête et tout. Mais c'est pas normal d'avoir... J'allais dire assez peu d'ego pour remercier le gars d'avoir fait ça. Maintenant, vous allez me dire, c'est une question de confiance et tout, mais je veux dire, Grendel, il lui appartenait, c'est quand même lui qui les a tous libérés. Je sais pas, est-ce que c'est moi qui ai un problème à ce niveau, mais pour moi, c'est pas normal qu'il le remercie. J'aurais pu y croire si, après coup, en y réfléchissant, il s'était dit « Ouais, au fond de moi, je lui étais reconnaissant. » Mais sur le moment, pour moi, il aurait dû être... saoulé, énervé ou quoi que ce soit. Enfin, pour moi, il aurait dû commencer par mal le prendre et se dire que oui, bon, il comprenait au final que ça venait d'un bon sentiment et que peut-être qu'une partie de lui le remerciait, mais pour moi, ça aurait pas dû être genre, c'était ce qu'il attendait depuis le début, quoi. Et après, donc, ils sont censés aller chez Marc et du coup retrouver sa femme Tania. J'hésitais entre copine et femme, je sais plus s'ils sont mariés ou non. Christopher s'échappe pendant que Marc va
téléphoner. Christopher rentre tout seul chez lui, donc il se passe le moment du début du livre, où il a cassé la gueule à un mec random qui a fait une blague pédophile, et où Tania paye sa caution, mais elle lui dit « mais alors faut vraiment que tu me racontes », donc il lui raconte blabla. Ensuite il reçoit un mail de Christopher qui lui dit « devine où je suis, beau gosse ». Il se dit oh merde, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe. Tania a un pote informaticien qui trace l'IP, grâce à ça il retrouve l'adresse, et c'est l'adresse de Grendel. Ils y vont, et quand ils arrivent là-bas, ils découvrent, alors ça vraiment j'ai trouvé ça, voilà, là aussi on est dans un truc où je trouvais ça vraiment caricatural, un espèce de grand endroit super beau, super riche, etc. mais couvert, où c'est le musée des horreurs, où il y a partout des bocals de formol avec des membres humains coupés, des organes. Je me suis dit ouais, j'aurais pu y adhérer si on avait eu avant plus d'extraits qui nous avaient montré que le gars faisait ça vraiment, de découper des choses, et pourquoi il faisait ça. Et là, comme on ne nous avait pas trop parlé avant, on savait qu'il tuait des gens, et on savait aussi qu'il y avait déjà des organes avec des trucs dans du formol, parce qu'il en avait balancé un sur Grendel au moment où ils l'ont battu, mais on sait pas pourquoi. Du coup, j'ai trouvé que c'était un peu de l'horreur gratuite. J'ai l'impression qu'il y a ça un peu partout. Des organes dans du formol, dans des bocaux. J'ai l'impression que c'est vraiment... Vous avez envie de faire une histoire d'horreur, vous mettez ça marche toujours, et on en met un peu partout, tout le temps. J'aime pas trop, je trouve ça trop cliché classique et injustifié dans l'histoire. Je voyais pas d'où ça sortait. Christopher qui a réussi à se suicider juste avant, on sait pas si c'était à la seconde, mais qui s'est suicidé avant que Mark arrive. Du coup, je me suis dit, mais dans ce cas-là, pourquoi tu lui as pas envoyé par mail les instructions ? Parce qu'en fait, là, il trouve une lettre avec des instructions qui dit, il y a un portable dans tel placard, brûle la maison, prends le portable et fais payer tous les autres complices de Grendel. Pourquoi ne pas lui dire ça directement par mail ? Essayer de faire un jeu de piste pour le faire venir là-bas. C'était pas sûr qu'il allait venir, c'était pas sûr qu'il allait trouver, c'était pas sûr qu'il allait avoir une connaissance qui sache tracer les IP. Je trouve ça vachement tarabiscoté pour ce que c'est, inutilement tarabiscoté, surtout qu'ils étaient dans une relation un minimum de confiance, donc ils en étaient plus là, qu'ils se soient enfuis pour se suicider, je veux bien, même si j'aurais trouvé ça plus intéressant que Christopher reste en vie et que ça devienne un espèce de Dexter qui allait éliminer les pédophiles, ou qui allait commencer par tous les mecs, par exemple, qui faisaient partie du truc de Grendel, et qui après arriveraient pas à s'arrêter de tuer, parce que pour moi il avait tout pour devenir un psychopathe, je vous dis, et j'aurais trouvé ça plus intéressant comme ça, donc je l'imaginais devenir un espèce de Dexter qui tuerait des pédophiles, et je trouvais que ça aurait été plus cool que de le voir se suicider comme ça, en mode de toute façon je peux pas continuer à vivre. Ça valait vachement la peine de ne pas le laisser tuer Grendel, du coup. Ça m'a saoulé qu'il se soit suicidé, j'ai trouvé que c'était encore une fois trop mélodramatique et un peu injustifié, Et par contre après la photo où ils avaient tous l'air heureux, pareil, j'ai eu du mal à croire que cette photo ait pu exister et à comprendre d'où elle sortait. J'aurais bien aimé qu'on nous la raconte avant, qu'on voit cette journée de bonheur avant, et qu'ils nous expliquent avant qu'ils avaient quand même des petits moments de bonheur, pour que cette photo soit une espèce de souvenir de choses qu'on avait déjà vues et pas un truc qui sorte un peu de nulle part. Par contre, après, Mark qui rentre chez lui et qui dit qu'il repense aux enfants et qu'il regarde la photo en s'imaginant qu'ils sont tous venus chez lui et qu'il prend des nouvelles d'eux et qu'il essaye de s'imaginer la vie qu'ils auraient si le monde était meilleur, etc. Oui, ça m'a fait de l'émotion. J'étais un peu, je vous disais, gorge serrée, en mode un peu larmes aux yeux et tout, mais ça m'a pas fait pleurer parce que justement je trouvais ça un peu too much, un peu trop rapide, un peu exagéré. J'avais toujours un peu du mal à y croire, donc ça m'a pas fait trop d'émotion, mais un petit peu quand même. Et voilà, donc je trouvais que c'était une fin un peu moyenne. Et le fait que on nous dit maintenant Mark il va avoir un enfant, il va sûrement être parano et un peu fou aussi dans le reste de sa vie. J'aime bien qu'il s'en sorte pas indemne et tout ça, mais voilà, comme je vous dis, ce livre il aurait mérité d'être plus long, plus détaillé et décrit de manière plus progressive, avec des gradations dans l'horreur, etc., pour qu'on ressente plus les choses. Là, j'avais vraiment l'impression, je vous disais, c'était des jumpscares tout le temps, quoi. Artistiquement, j'ai pas trouvé ça très bien fait, en fait. Les idées étaient bonnes, il a vraiment tout misé sur le suspense et pas assez sur l'esthétique, j'ai envie de dire, la beauté, la poésie, tout ça. Et une histoire pareille, qui aurait dû être très intense émotionnellement, je trouve que ça en aurait plus mérité, en fait. Donc voilà, c'est vraiment un livre où je l'ai lu, je trouvais qu'il y avait plein de bonnes idées, c'était vraiment cool. Mais sans arrêt, je pouvais pas m'empêcher de me dire moi c'est pas ça que j'aurais fait, moi j'aurais fait plutôt comme ça. Je suis pas très contente de me dire que ce que j'imaginais était mieux que le livre original, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Et c'est pour ça qu'on est sur un bon et pas un excellent. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé, y compris toi Alcyon, parce que je m'en souviens plus. Tu m'en avais parlé, mais je me souviens pas trop ce que tu m'as dit, donc voilà, n'hésite pas à m'en reparler et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est ta merde. Et moi je vous dis à la prochaine, salut.